Alors, nous avons ici Monsieur Carlos Keteou. Bonsoir à vous, bien bonjour, Monsieur Carlos. Bonjour, c'est Carlos Ketou. On a souvent eu Ketou. voilà, à faire cette petite erreur en disant Ketou. Mais c'est C'est vrai, Ketou, c'est un nom adja, quand vous êtes Ketou. béninois. Donc, je vous rappelle que c'est un nom adja. Ketou. Voilà, exactement. Ketou. Heureux de vous voir ici sur ce panel parmi nous. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie et puis j'admire beaucoup ce que tu fais, Joël, parce que j'ai entendu parler. Je suis venu plusieurs fois regarder en diagonale, voilà, tes panels, tes lives. Et je trouve cela extraordinaire. Et quand je te vois prester, je vois en toi le Béninois que je connais. C'est-à-dire que le Béninois dynamique, engagé, qui a le verbe, qui s'est transformé, c'est celui que je vois. Parce que je suis très souvent venu au Bénin. J'ai des amis de très bonne qualité béninois. Ça me permet de pouvoir faire le lien rapidement et dire que si un Béninois s'engage autant avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de motivation pour le Togo, de façon vraiment détachée, sans rentrer dans les polémiques, hein, dans les cabales, je pense que c'est une très bonne idée, c'est une très bonne chose, et que les Togolais devraient même s'inspirer de Joël, qui fait beaucoup de choses pour le Togo. Merci beaucoup à vous, Monsieur Carlos. Monsieur Carlos, le Togo est malade. Le monde entier le sait. Que faire pour guérir le Togo? Monsieur Carlos, dites-nous, que faire pour guérir ce pays-là? Je crois que on en a fait beaucoup depuis très longtemps. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans la lutte politique au Togo. 30 ans que j'essaie de transformer les dynamiques sociales au Togo au bénéfice de l'alternance, au bénéfice de la démocratie. C'est vrai que j'ai laissé la peau, j'ai laissé des plumes, attaquer un peu partout, pas attaquer de façon verbale, parce que ça, je sais que ça vient à tout moment. Et quand on s'engage dans un leadership, il y a toujours voilà, des petites attaques. Ça, ce n'est pas de ça que je parle, mais attaquer au fin fond même de mes activités professionnelles et de ma personne. Quand je le dis, activité professionnelle, aujourd'hui, le journal L'Indépendant Express, que j'ai dirigé pendant 15 ans, a été fermé par les autorités togolaises, a été fermé de façon arbitraire, après une interpellation musclée et tout ça là. Le dossier est devant la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, j'ai porté plainte contre le Togo devant la Cour de justice de la CEDEAO. Et c'est en cours, le jugement est en cours. Ça, c'est un premier pendant. Ensuite, j'ai été traîné devant les tribunaux par le président de la République. Faure Gnassingbé a porté plainte contre moi en août 2010 pour avoir écrit un article. Et dans ma témérité, quand le procès a commencé, j'ai comparé 3 fois. Au deuxième procès, j'ai encore écrit un autre article pour encore la foncer. Je me rappelle le titre, la corruption du sommet à la base. Donc, de la présidence de la République jusqu'au petit menuisier du quartier. Et là encore, il a encore porté une autre plainte. Donc, j'avais une double plainte du chef de l'État contre moi. Et ça a été un marathon judiciaire pas facile. J'aurais pu fuir le Togo, mais je suis resté pour assumer ses responsabilités. Et ce n'est pas facile de penser qu'un chef d'État porte plainte contre un journaliste. Aujourd'hui, quand vous allez sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi je n'ai pas voulu trop me présenter, mais j'aurai l'occasion de dire quelques mots sur moi, parce qu'il faudrait que je mette mon profil sur mon visage, sur mon nom, afin que les gens puissent comprendre, ceux qui ne me connaissaient pas ou qui ne fouillent pas, parce que je suis abondant sur l'Internet. Sur tous les réseaux, je suis présent. J'ai même un site internet, carlosketou.com, où toute ma carrière est là-dessus. Donc, j'aurai l'occasion d'en parler. Ensuite,
J'ai eu des plaintes de la maîtresse du président Julie Béguédou dans une affaire de riz contaminé. J'ai eu des plaintes de Ayassor, le ministre de l'économie à l'époque et des finances, et qui m'a traîné. On m'a condamné à payer 3 milliards de francs CFA, 200 millions ici, 100 millions là, et tout. J'ai résisté à tout ça. Carlos, s'il te plaît, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Donne des détails pour que les gens comprennent, ceux qui n'ont pas suivi ces événements, parce que c'est extraordinaire ce que tu as subi au Togo, pour que les gens comprennent la terreur de ce régime sur un journaliste. Pourquoi Béguédou a porté plainte contre toi? Donne de petits détails, s'il te plaît. Sinon, si tu survoles très rapidement, on ne peut pas tous comprendre, s'il te plaît. Merci. Merci, tu sais, c'est que j'ai tellement beaucoup de choses dans la tête. J'ai justement, attendez. Avant nous allons parler de Monsieur Béguédou, de la plainte de Monsieur Béguédou. Voilà, comme Monsieur Pyramide vient de demander. Mais d'abord, par rapport à votre expérience, vous êtes dans la lutte depuis plus de 30 ans, vous venez de l'affirmer. Que faire aujourd'hui? Que fait selon vous aujourd'hui pour que nous puissions arriver à renverser cette dictature en tenant compte des réalités présentes? Que faire selon vous? Le M66 est là, les réseaux sociaux sont là, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Voilà, que faire selon vous? Dans mes prises de position, j'ai été toujours un homme d'action. C'est-à-dire que créer une dynamique d'action pour pouvoir arriver à bout de ce régime. Parce que le régime utilise l'action, c'est-à-dire la force armée, la répression, la violence, pour terroriser les Togolais et créer une tranquillité dans son entourage. Donc, la réponse, c'est de mener des actions et de trouver des formules connectées. Je m'en vais aller encore beaucoup plus en détail pour dire que dans la foulée des actions qu'il faudra mener, il faudrait qu'on évite de marginaliser certaines forces politiques des autres. Et j'ai toujours prôné, depuis 20 ans, je l'ai dit ici, j'ai toujours prôné depuis 20 ans que toutes les forces démocratiques se réunissent pour affronter le régime. Quand les forces démocratiques sont divisées, le régime trouve ces failles-là et les exploite pour continuer à dominer, à exercer la violence sur le peuple. Mais si les forces démocratiques se rassemblent, cela est plus facile. Je m'en vais ouvrir une petite fenêtre, un volet, sur les responsabilités que j'ai eues et les actions que j'ai menées pour essayer d'aider, quand je dis aider, de façon stratégique, les oppositions démocratiques à arriver à bout des systèmes politiques qui étaient dans certains pays. Je vais donner l'exemple du Sénégal. J'ai participé en tant que responsable d'une agence de communication politique créée à Paris à la création du PASTEF de Ousmane Sonko. Il est là, vous pouvez lui poser la question. Nous avons lancé le parti à Aubervilliers, en France. Et ce jour-là, j'ai vu comment les Sénégalais se sont mobilisés pour créer une dynamique, pour mobiliser près de 800 000 € en une nuit, entre 20 h et 5 h du matin dans un téléthon, pour aider à la création du parti PASTEF. En 2019, on avait prévu faire le raz-de-marée pour les élections présidentielles au Sénégal, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Mais en 2024, c'est bon. Mais est-ce que le fait de prendre l'exemple du Sénégalais pour parler du Togo, est-ce que ce n'est pas biaisé? Parce que ce n'est pas les mêmes réalités. Le Sénégal n'est pas sous une dictature du père au fils depuis plus de 58 ans ou bien depuis plus de 60 ans. Est-ce que comme ça aussi? Écoutez, vous venez de parler quand même tout à l'heure que les partis politiques, il faut pas essayer de les diviser, de protéger certains partis politiques contre d'autres. C'est ma façon de comprendre ce que vous venez de dire. Est-ce que, moi je dirais plutôt que il y a certains partis politiques qui, d'une manière, pour des trucs là que moi je ne peux pas vraiment dire, se retirent un peu ou bien sont vraiment en arrière, refusent vraiment de travailler avec les autres. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça? Est-ce qu'il n'y a pas certains partis politiques qui refusent de travailler vraiment avec les autres? Est-ce que ce n'est pas ça le problème du Togo? J'ai donné l'exemple du Sénégal.
Tout simplement parce que quand vous dites que le Sénégal et le Togo, ce n'est pas la même chose, parce que c'est vrai, il y a une dictature comprador qui domine le Togo depuis près de 60 ans. C'est vrai que ce n'est pas la même réalité. Mais permettez-moi, je suis sociologue, j'analyse les dynamiques sociales, je suis journaliste, analyste, je décrypte l'actualité institutionnelle et géopolitique, je suis défenseur des droits humains et je connais la situation des droits humains au niveau des pays. Je suis expert aussi dans le domaine des études parlementaires. J'ai étudié les parlements et j'ai fait les parlements comparés en matière de déontologie parlementaire. Et j'ai une expérience personnelle en matière politique, que ce soit au Togo ou bien dans les autres pays. Donc, à partir de ce profil, ça me permet de créer les conditions pour qu'à chaque niveau, on puisse adapter une certaine réalité politique. Je réussis à faire du coaching à toutes les personnes. Une personne qui écrit un livre banal, qui n'a rien à voir, qui ne peut même pas être lu par deux personnes, moi, je suis capable de transformer ce livre-là en un best-seller. Je l'ai fait. Et je le fais en politique. J'ai cautionné ou j'ai aidé un certain nombre de partis politiques, de leaders politiques, en les conseillant de façon peut-être individuelle ou collective, à pouvoir se mettre ensemble. Ceux qui parlent, par exemple, de M66, allez demander à certaines personnes de M66 quel rôle Carlos Queitor n'a pas joué dans la création et dans l'évolution de M66. C'est parce que je suis dans l'ombre, j'ai des responsabilités professionnelles qui ne me permettent pas de me mettre en avant pour dire que je suis... Mais pourquoi les gens pensent que vous critiquez? Pourquoi les gens pensent que vous critiquez le M66, que vous ne soutenez pas le M66? Je me pose cette question parce que je vois des trucs là. Ils n'ont qu'à apporter la preuve. Ils n'ont qu'à apporter une seule preuve d'une phrase que Carlos Queitor a prononcée pour dire que M66 est mauvais. Je vous dis que allez poser la question à certains membres de M66, peut-être certains sont sur ce panel. Ils savent qui je suis, ils savent le rôle que j'ai joué stratégique pour le M66. Ça, il faut aller leur poser la question. Ensuite, c'est ça. Merci. Merci. Attendez, monsieur Queitor. Oui. Attendez, Queitor, s'il vous plaît, attendez. Chers amis, justement, ceux qui disent des choses là, moi je vous demande, M66 là, c'est 4 jeunes. Et si vous n'entendez pas quelque chose de la bouche de ces 4 jeunes, tout ce que ceux qui soutiennent les partisans, comme même moi-même, nous allons dire, vous ne pouvez pas prendre ça comme les paroles ou bien les propos du M66. Faire ça, c'est que vous n'êtes pas dans la vérité. Donc, monsieur Carlos vient de dire qu'il a contribué à aider, il a beaucoup aidé le M66 et il continue de le faire. Donc, si les 4 jeunes du M66 ne disent pas le contraire, ne venez pas ici nous dire autre chose. C'est ça la vérité. Continuez, monsieur Carlos, s'il vous plaît. Justement, j'allais dire que dans les attaques qui se passent aujourd'hui, je n'ai pas vu certaines personnes m'attaquer. Je n'ai pas vu Saga Bombo m'attaquer. Je n'ai pas vu Todovi PC m'attaquer. Je n'ai pas vu Kodjovi Toge m'attaquer. Et je n'ai pas vu qui aussi, les 4, je ne les ai pas pu m'attaquer. Mais ceux qui m'attaquent, peut-être, c'est ceux qui ne comprennent pas la réalité ou bien ne savent pas peut-être certains contours du M66. Le M66 a été créé dans un système de cloisonnement. Donc certaines personnes qui se vantent être du M66 ne connaissent pas certaines réalités du cloisonnement dans lesquelles le M66 existe. Donc tout cela, ça fait que il y a ceux qui peut-être veulent aussi assumer, veulent se dire que voilà, nous, on doit nous connaître, on nous connaît, on doit faire ceci, le revendiquent. Mais le rôle stratégique que nous jouons, aller poser la question à beaucoup de personnes. Et j'ai pris le risque de monter, j'ai fait 1 heure de temps dans un live de Gémi en juin pour d'abord analyser la situation. J'ai parlé ce jour-là, le Kotokoli, pour appeler tous les leaders politiques à se mobiliser autour du M66. J'ai appelé Jean-Pierre Fabre. J'ai dit, je suis allé même jusqu'à la limite de dire que Bill Chris Olympio, quoi qu'on dise, il a aussi des militants. Il y a des gens qui l'écoutent. S'il veut, lui aussi, s'il veut soutenir les forces démocratiques, lui aussi n'a qu'à soutenir le M66. S'il appelle 10 personnes et que ces 10 personnes qui sortent dans la rue pour aider, c'est aussi quelque chose qui va contribuer. J'ai parlé Kotokoli pour appeler Titi Akadam. Où es-tu? Viens rejoindre les jeunes. La mobilisation est là. Moi, j'ai été toujours en faveur des forces démocratiques. J'ai même dépensé de mon propre argent pour engager des actions que je ne revendique pas. Je n'aime pas revendiquer parce que je fais tellement de choses que si je dois les revendiquer tout le temps, ça doit faire du moi haïssable. Le moi est haïssable. Il faut que le résultat
puisse être vraiment connu, qui puisse être expliqué. Et la nuance, et ce que je veux dire est très important, Carlos Queitor n'a jamais milité dans un parti politique et jusqu'à ce jour, Carlos Queitor n'appartient à aucun parti politique. Et je traite... On m'a dit dans les coulisses, monsieur Carlos, que vous êtes un sympathisant de l'ANC. Dites-nous la vérité, monsieur Carlos. Ah oui, c'est ça. C'est ce qui se dit, tout simplement parce que j'ai présenté le leader de l'ANC comme celui qui est aujourd'hui l'homme, le responsable de parti politique qui a une base politique, c'est-à-dire un parti politique organisé avec des sections, avec des militants, avec des réunions. À part lui, il y a Tipi Achadam, je l'avais dit, si on n'avait pas exercé une répression systématique et lugubre, mortifère, violente, cynique contre le PNP, Tipi Achadam serait encore beaucoup mieux organisé. Les réunions hebdomadaires des samedis du Tipi Achadam, c'est extraordinaire. Toutes les femmes sortent. C'est toute la communauté. Donc, moi, d'abord, la démocratie, c'est d'abord le peuple. Et c'est aussi le nombre, les électeurs. Si vous n'avez pas 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes, 1000 personnes derrière vous, vous pouvez être un leader, mais vous êtes un leader, un tigre en papier. Vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi moi, sur le plan de transformation politique, sur le plan de l'influence politique dans tous les pays, c'est le nombre qui compte, quoi. Qu'est-ce que vous avez? Je l'ai dit déjà dans un live que quand certains leaders s'engagent, ils vont au niveau des ambassades, au niveau des représentations diplomatiques. Ils disent que nous voulons faire partir Fonya Simbe. Quelle question on leur pose? Quelle est votre base électorale? Est-ce que vous avez des militants? On leur pose la question. Mais s'ils n'ont pas de base électorale... Mais si tel est le cas aujourd'hui, monsieur Carlos, vous venez de dire que l'ANC est un parti qui a vraiment des militants, qui a une base électorale, tout ça. Mais vu la situation aujourd'hui, moi j'ai vu des gens qui étaient très actifs aux côtés par rapport au truc là du mouvement M66, la mobilisation ou bien les demandes à mobilisation du mouvement M66. Mais je n'ai pas vu l'ANC aussi, je n'ai pas vu l'ANC actif dans ces demandes de mobilisation. Et c'est quelque chose qui m'avait quand même un peu attristé, parce que j'ai dit, mais si l'ANC a vraiment une base, pourquoi l'ANC aujourd'hui, ou bien pour ces mobilisations, n'a vraiment pas mouillé le maillot. Ce qu'on entend, on a plutôt entendu sur les réseaux sociaux, c'est des découragements, c'est des attaques, c'était un peu triste en tout cas. Comment vous expliquez ça, monsieur Carlos? J'explique ça par le fait que d'abord, sur le plan humain, le plan psychologique, Jean-Pierre Fabre de l'ANC s'est senti, j'analyse, je ne parle pas en son nom, mais j'analyse. Voilà, monsieur Carlos ne parle pas au nom de l'ANC. Il faut faire la différence. Vous n'allez pas dire que les gens de l'ANC se sont vus ici et ils ont dit des choses. Non, il ne parle pas au nom de l'ANC, il parle au nom de monsieur Carlos Queitor. Chers amis, donc soyons clairs. Allez-y, monsieur, nous vous écoutons. J'analyse. Dans le comportement de tout humain, quand à un moment donné, vous êtes dans une position et que des personnes, un groupe constitué vous fait harakiri et vous dit que vous êtes inutile dans ce qui est en train de se faire, il arrive qu'on se braque et on dit, allez faire, on va voir. Ça, c'est la nature humaine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand le M66 a été lancé, le narratif a été un peu biaisé. Pourquoi? Parce que il y a des jeunes dynamiques qui sont arrivés et il y a des gens qui sont au niveau des réseaux sociaux qui disaient que non, on n'a besoin d'aucun parti politique. Les partis politiques sont vendus, ils sont incapables, on ne veut rien des partis politiques, nous-mêmes nous allons faire la lutte. Pour un leader politique à qui on dit ça, ben, il va être braqué s'il n'a pas peut-être cette hauteur d'esprit. Et moi, connaissant Fabre va se dire que ils n'ont qu'à faire, on va voir. Ça, je l'interprète.
Et puis, Attendez, monsieur Carlos. Non, chers amis, je vous dis ici, vous allez entendre des vérités. Écoutez bien l'analyse de monsieur Carlos. J'espère que vous comprenez. Il a dit, lui personnellement, connaissant monsieur Jean-Pierre Fabre de l'ANC, président de l'ANC, le fait de dire, oui, nous ne voulons pas des partis politiques, les partis politiques sont vendus, le fait de les vilipender, que lui, en le connaissant, le monsieur va se braquer, il va dire, ok, d'accord, comme vous ne voulez pas de moi, je reste dans mon coin. Est-ce que j'ai bien redit ce que vous venez de dire, monsieur Carlos? exactement. Continuez, s'il vous plaît. Ensuite, contre vents et marées, je le dis contre vents et marées parce que Jean-Pierre Fabre a pris le risque de venir rencontrer un membre du PNP et de M66. Et c'est lui seul qui a fait la démarche parmi les leaders d'opposition. Il est venu rencontrer Zaga Bombo à Paris. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça lui a coûté au niveau de son parti. L'ANC est un parti tellement organisé où tout, même un simple communiqué qui doit sortir, doit passer par un protocole où chacun va valider, des gens vont critiquer, et les petits termes, les petits mots, et tout ça là, ça dit que l'élitisme à outrance a envahi ce parti. Donc, mais monsieur Jean-Pierre Fabre, lui-même, il est vieux. Pourquoi il ne peut pas aller se reposer? Il est quand même vieux. Il peut quand même laisser la présidence à un jeune. Pourquoi il ne le fait pas, monsieur Carlos, selon vous? Pourquoi il ne le fait pas? Moi, je suis d'accord avec vous sur ce principe. Je disais la dernière fois dans un live que ces personnes âgées-là sont en train de bouffer dans nous notre avenir. C'est Charles Blégoudet. Nous sommes allés chez Charles Blégoudet à La Haye avec Thier et c'est ensemble dans notre génération, puisque ensemble on a fait les luttes estudiantines, on est allé le saluer parce qu'il a été arrêté, tout ça là, à La Haye, tout ça. Et dans nos discussions, on lui disait que on ne comprend pas nos leaders politiques. Gbagbo en Côte d'Ivoire, les Fabre au Togo, dans tous les pays, Cellou Dalein Diallo et en Guinée et tout. Mais ils ne veulent pas céder la place aux jeunes. Et ils veulent toujours maintenir l'État. Moi, j'ai toujours critiqué et je l'ai dit à certains membres de l'ANC en tant qu'analyste indépendant que il faut créer une certaine dynamique pour qu'il y ait des jeunes qui émergent, qui puissent prendre la tête du parti. Mais cela n'a pas été le cas tout simplement parce que dans les pays africains, notamment surtout au Togo, les partis ont un cordon ombilical et intrinsèque avec les personnalités. Et quand la personnalité disparaît, le parti s'effondre. C'est le cas du CAR. Aujourd'hui, le CAR n'existe plus, tout simplement parce que Agbouibo est mort. Et le CAR s'est effracaté et il n'y a plus de dynamisme, il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus d'opposition. C'est la même chose pour le MPDD de Agbouibo Kodio. Quand Agbouibo Kodio est décédé, ce parti, est-ce que vous avez encore entendu parler du MPDD? Non. Et il y a plein de partis comme ça qui ont disparu. Le jour où Gilles Christ Olympio tombera, parce que lui aussi, c'est un autre dinosaure, le jour où il tombera, vous verrez que son parti, l'UFC, va devenir break-un-ballant avec les vautours qui l'entourent là, qui veulent juste des postes ministériels, et après, le parti va disparaître. Donc aujourd'hui, ce que j'ai proposé, et j'en ai discuté avec Alioune Tine. Alioune Tine, c'est avec lui que nous avons réussi à créer le collectif Sauvons le Togo, dont je suis membre fondateur. On s'est inspiré du collectif Il y en a marre au Sénégal. On l'a fait venir discrètement au Togo avec, je dirigeais la coalition togolaise des défenseurs des droits de l'homme. J'ai créé une synergie des défenseurs des droits de l'homme et on a lancé l'initiative de mettre les partis politiques et la société civile ensemble et même les organisations de presse pour combattre le pouvoir. Et c'est avec ça qu'on a créé le CST, le collectif Sauvons le Togo. Sauvons Togo. Donc, ce collectif-là, qui avait été créé avec Alioune Tine, était une dynamique qui allait réussir, qui allait dégager le président, Faure Gnassingbé, ou le déranger, ou bien embêter, ou bien faire partir le système. On avait réussi le 12 juin, presque. Agbomé aussi était dans ce mouvement à l'époque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours les questions de trahison. Il y a eu toujours des trahisons, de part et d'autre.
et aussi la force violente, le cynisme, l'impitoyabilité du système RPT UNIR. Ils sont impitoyables. Ils mettent les moyens partout, ils mettent la violence partout mais pour être opposant au Togo, ce n'est pas facile. Il faut saluer ceux qui ont réussi à être opposants au Togo, à être journalistes au Togo, à être de la société civile au Togo. C'est extraordinaire. Contrairement à d'autres pays. Donc, ce dont j'ai discuté, ça, j'ai rencontré à Lyon-Tin, à Bruxelles. Je crois que c'était en mai dernier. Et on en a discuté, je l'ai dit à Lyon-Tin. Toi qui es dans les circuits diplomatiques et des droits de l'homme, qu'est-ce qu'il faut pour le Togo? Il m'a dit, ce que je vois avec le M66, les partis politiques traditionnels, il faut une alliance intergénérationnelle. Il faut une alliance intergénérationnelle. L'alliance va consister à mettre toutes les forces de la jeunesse émergente qui fait bouger le pays aujourd'hui, le M66 notamment, et d'autres forces de la diaspora. Il y a beaucoup de jeunes dynamiques de la diaspora qui sont mobilisés, qui sont engagés, qui ont des moyens pour faire partir le système. Il faut organiser cette diaspora autour du M66 et en même temps avoir un répondant sur le terrain. Ça, je suis en train de donner les stratégies de lutte. Je n'en donne pas souvent parce que au Luxembourg, l'heure d'expertise est à 150 €. Donc, j'ai déjà fait 2 heures. Donc, vous me devez 300 €. Ça, c'est pour une parenthèse. Non, mais non, pas moi. Vous parlez à vos compatriotes, Joël. Écoutez, si le Togo est libéré, est-ce que moi je dois Et puis la stratégie, ça se dévoile pas en public. La stratégie, ça se dévoile pas en public. Joël ne veut pas être président du Togo, ni maire, ni quoi que ce soit. Je suis juste là. Bon, ça n'a pas fini. Bon, maintenant, vous parlez à vos compatriotes, monsieur Carlos. Allez-y. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, s'il vous plaît? Allez-y. Merci beaucoup à vous. Exactement. Radio Avouleté. Merci beaucoup à vous, Radio Avouleté. Merci. Cette alliance Jésus-Christ aussi. Allez-y. va avoir un répondant sur le terrain. Ça veut dire qu'autant il y a une mobilisation autour de M66 dans la diaspora pour mener des actions sur les réseaux sociaux, de mobilisation de fonds, de mobilisation et de la communauté internationale. Ça, c'est très, très important. Moi, j'ai mon réseau, j'essaie de le faire comme je peux. Il faut également ce répondant sur le terrain pour qu'il y ait un fil conducteur entre les Togolais de la diaspora et les Togolais sur le terrain, pour que les actions soient unanimes. Quand on lance un mouvement, par exemple, que ce mouvement soit automatique, qu'il n'y ait pas une distorsion entre ce qui se passe au niveau de la diaspora et ce qui se passe sur le terrain. Et cette alliance doit passer par la mise en place d'un comité, d'un système, d'un groupe qui est composé des deux parties et qui discute de façon discrète des stratégies. Pour que, quand les gens viennent sur les réseaux sociaux, qu'ils ne commencent pas à donner des stratégies de lutte sur les réseaux sociaux. Je le disais, ou on a toujours dit, je ne m'en vante pas. C'est à partir, quand on est à l'université, c'est à partir de minuit que nous définissions la manifestation du lendemain. Alors que tous les étudiants dormaient, les autorités dormaient, les forces de sécurité dormaient. Thierry Lawson que tu vois là-bas, il était le président du CUB à l'époque. On avait un conseil stratégique qu'on appelait le conseil de guerre. Ça, je ne vais pas aller dans les détails. Et on se réunissait à minuit, on faisait une première réunion. Avec tout le monde, on disait, ah, vraiment, cette histoire-là, on nous martyrise, on ne peut rien, tout ça là. Ok, demain, on va faire une réunion pour réfléchir. Quand les autres vont partir, il y a parce qu'on sait que parmi eux, il y a des traîtres, il y a des gens qui n'accordent pas de l'importance, mais nous avons un noyau. On se réunit autour de ce noyau-là et on dit demain, 17 000 étudiants ou 20 000 étudiants doivent être dans la rue. Et on active la machine. Le lendemain, de façon extraordinaire, 17 000 étudiants sont dans la rue. Le président Eyadema à l'époque ne comprenait pas comment les choses se passaient. Et c'est des actions de mobilisation efficaces. Et je pense que le Togolais en est capable. Les jeunes sont capables. Mais la mobilisation à la volée, qu'on a lancé le 6 juin, qui avait marché, mais imaginez que c'était autant organisé avec les acteurs de terrain, avec des stratégies de terrain, avec la mobilisation de tous les quartiers, avec la définition ou l'identification des points qu'on appelle des points chauds. À l'époque, on disait le premier point chaud, le deuxième point chaud, le troisième point chaud. C'est-à-dire que là où
on sait qu'il y a une certaine sensibilité des autorités policières ou des forces de l'ordre à attaquer, comment il faut tuer ces nids de résistance et avancer. Il faut créer toute cette dynamique-là avant de pouvoir faire avancer la lutte. Donc, cette alliance est très importante. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que sur le terrain, ce sera ma dernière question pour vous, pour que les autres également puissent parler, est-ce que vous croyez que sur le terrain aujourd'hui au Togo, il y a cette alliance qui est en train de se former autour du mouvement M66, voilà, cette alliance entre tous les partis politiques d'opposition et autour du mouvement M66? Je ne sais pas, je ne suis pas informé. J'entends parler d'une charte, je ne sais pas qui a élaboré cette charte et je ne connais pas le contenu. Mais pour moi, cette alliance ne doit pas se baser sur des intérêts partisans idéologiques de chaque parti politique ou bien de chaque obédience politique. Cette alliance doit être déconnectée de toutes les tendances que chacun a. C'est-à-dire que quand on s'engage dans cette alliance-là, on se dit, je vais là-bas en tant que Togolais pour contribuer à chasser Faure Gnassingbé, à changer ce régime politique. Et si on se met... Chers amis, est-ce que vous écoutez les propos de M. Carlos? Si on se met dans la tête que on est en train... Il y a le pasteur qui dit, avant de rentrer dans mon laboratoire, je me débarrasse de mon manteau et je rentre dans le laboratoire. Ça veut dire que ce qui est, avant d'être dans le laboratoire, il ne l'est plus. Donc, il est devenu celui qui veut se consacrer à une analyse scientifique des faits. Donc, quand nous voulons rentrer dans cette alliance qui est comme un laboratoire, il faut se débarrasser de ce que je suis de tel parti, j'ai telle idéologie, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai un leader, tout ça. Il faut se débarrasser de tout ça et mettre l'objectif, la cohésion, le focus sur la mobilisation qui doit permettre de finir avec le système. Parce que la violence n'a pas de frontières. La violence exercée par le pouvoir en place n'a pas de frontières. Ne voit pas que tel est de tel parti, tel est de tel autre parti. La preuve, les jeunes qui sont sortis le 6 juin et qui sont sortis après faire des mouvements n'appartenaient pas à des partis politiques. C'est des jeunes qui se disaient que nous avons tant souffert. Nous sommes martyrisés par un système politique. Mais il faudrait que on sorte à l'appel de nos grands frères jeunes qui sont en Europe pour en finir avec le système. Donc, autant ces jeunes-là ont donné l'exemple de faire un combat et désintéressé, dénué de toute considération partisane et politique, autant au niveau de la diaspora, on puisse arriver à ça. Et c'est ça qui va permettre de mener cette cohésion. Et je suis triste quand je vois sur les réseaux sociaux que telle personne dit que moi aussi je combats Faure Gnassingbé, moi aussi je combats le régime, et les deux, ils se tirent entre eux, ils se déchirent, ils s'entre-déchirent. Et au point, bon, je ne sais pas si c'est ça qui, ça donne une certaine richesse aux personnes, mais on parle des choses banales. Telle personne a couché avec telle personne a fait un enfant ici, mais des histoires qui distraient. Et le pouvoir aime ce qui distrait. Mais quand on le fait, mais ils applaudissent. Comment vous pouvez mener une lutte? Je fais toujours la comparaison. Est-ce que vous avez vu en Côte d'Ivoire, il y a eu récemment des élections, il y a eu une mobilisation générale contre le 4e mandat. Mais il y a des influenceurs, il y a des blogueurs politiques en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu cette tendance à s'entre-déchirer? C'est vrai qu'on s'entre-déchire, mais à ne pas aller dans des détails inutiles de sexualité, ça ne permet pas de faire vivre la lutte. Donc, il faut déconnecter la lutte de tous ces éléments inutiles, chercher à voir l'essentiel et avancer. À Madagascar, ça n'a pas duré. Ils n'ont pas pris le temps de beaucoup parler. Et au Népal, c'est en un temps, 3 mouvements qu'on a délogé le président de la République. Mais c'est comme ça que ça se passe. Le Togolais aime... C'est-à-dire que le Togolais aime plus parler qu'agir. Et celui qui parle beaucoup, qui parle assez, il se donne tellement d'importance qu'il voit que celui qui ne parle pas n'est pas le meilleur et que c'est lui qui est le meilleur et il veut toujours exister. Alors que moi, je l'ai toujours dit, il y a des gens
qui mènent une lutte féroce, mais qui ne s'expriment pas, qui ne le disent pas et qui sont dans l'ombre. Ouais. Qui sont dans l'ombre. Moi, j'ai mené, j'ai mené des actions, des opérations et même des conciliambules avec beaucoup de gens. Le grand frère Vraiment. Gaba est là. Il peut vous dire ce que nous avons pu faire. Mais laissez-moi également vous dire quelque chose. Je vais, comme nous sommes au Bénin, nous sommes avec Joël au Bénin, Oui. je vais vous donner un seul exemple de ce que nous avons fait au Bénin. Les États-Unis devraient aider le Togo dans la mutation en 2005. Les États-Unis étaient prêts pour créer une situation de changement en 2005 quand Faure Gnassingbé avait pris le pouvoir et il y avait des violences politiques. En 2005, j'étais le président de Journalistes pour les droits de l'homme, influent dans le système des droits de l'homme et des médias. J'avais été invité, autant que beaucoup de membres de la société civile, autant que beaucoup de membres des partis politiques et de certains leaders d'opinion. À Cotonou, au Bénin, c'était presque une opération complot organisée par les États-Unis. Sous l'initiative du NDI, National Democratic Institute, je salue au passage Dani Aïda, qui sait de quoi je parle. On a tenu des journées et des nuits blanches à Ouida pour travailler sur la façon dont il faut préparer la révolte pour que Faure Gnassingbé, à la prochaine élection de 2005, avril 2005, ne puisse pas remporter. Et si même il y met la violence, qu'on riposte par la violence. On a travaillé pendant plusieurs jours. Après, les conclusions, pour que les conclusions de ces travaux soient vraiment secrètes, on a tiré les conclusions dans l'ambassade des États-Unis à Cotonou. Ça, nous sommes en 2005. Et je faisais partie de ce réseau. Mais malheureusement, j'ai pris mon temps pendant toutes ces années, dans mon journal ou bien dans les journaux que j'ai dirigés, taper sur certaines personnes jusqu'au bout. À ce jour, j'ai tellement tapé sur eux que partout où ils passent, ils ne peuvent pas être éligibles, même si ils ont réussi peut-être à tirer leur épingle du jeu. Qu'est-ce que ces personnes ont fait? C'est des gens qui étaient des espions parmi nous, qui, après chaque réunion, sortaient pour faire le rapport. Ah, aujourd'hui, nous avons fait si telle personne est intervenue. Et le jour-là, pendant les séances-là, il y a Chris Fomounon, qui est le président du NDI. Daniel Aïda est là, vous pouvez lui poser la question. Il était là en personne pour diriger les travaux. Le NDI, c'est une ONG qui est un peu para-État américain. Voilà. Et ces personnes sortaient chaque fois, tout simplement parce que ils étaient dans ce rôle d'espionnage pour être nommés après l'élection au poste de ministre de Faure Gnassingbé. Ils étaient 3. Pour l'instant, j'évite de citer leur nom, peut-être dans les masterclass qui sont beaucoup plus... n'en citez pas, n'en citez pas. C'est notre panel. C'est notre panel où on donne des informations inédites. Je réserve ces parties-là à notre panel, à la masterclass de samedi. Ces 3 personnes, juste après, imaginez, ils sont nommés ministres, hein, devenus ministres. Des gens qui n'étaient rien du tout dans le premier gouvernement de Faure Gnassingbé sont devenus des ministres. Arrivistes, on a vu, ils n'ont pu rien faire. Et Faure, c'est tout simplement jouer d'eux. Ils ont fait à peine 1 an ou bien 2 ans, on les a tous balayés pour remettre en place un nouveau gouvernement. Et je me rappelle à l'époque, il y a aussi le correspondant de RFI qui était avec nous dans cette dynamique, Pita Dobé. Quand on a fini cette séance, je rentre à Lomé, je traverse la frontière, à peine j'arrive à la maison. Le colonel Bélé, qui était le directeur général du port, qui était dans le système de renseignement du président et tout ça là, il m'appelle, oui, bon voilà, tu es rentré, on a appris tout ce que vous avez fait là-bas. Parce que, bon, j'avais fait des investigations et je l'avais rencontré. Il avait détourné, bon, je crois qu'il avait eu un détournement de 17 milliards au port de Lomé et je suis allé faire une enquête là-dessus pour lui poser les questions. C'est là il m'a connu. Il me dit, oui, on a appris ce que vous êtes allé faire. Nous sommes prêts, venez nous affronter. Alors que
le NDI et l'ambassade des États-Unis avaient financé un centre informatique de l'opposition où on devait, en 2005, il n'y avait pas encore totalement Internet, hein, il y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas tout ça. Ils ont créé, financé un centre informatique de l'opposition qui devait compiler les résultats, et on avait acheté des téléphones portables à des milliers de personnes qui devaient être sur le terrain et nous envoyer les résultats au fur et à mesure que et puis même les informations sur les répressions. Carlos, ils sont venus brûler. Ils sont venus brûler ce centre informatique. Oui, grand frère Gaba. Je vais trop loin? Je crois aussi, monsieur Carlos. Je crois aussi parce que la lutte n'est pas encore finie. Il y a certaines choses que on n'a pas besoin. La lutte n'est pas encore finie en tout cas. Donc, en tout cas, merci beaucoup à vous. Je retiens totalement que vous proposez qu'il y a une synergie d'action entre le M66 et les partis d'opposition sur le terrain. Il faut qu'ils puissent agir ensemble dans un secret, parce que tout ne peut pas être dévoilé, parce que les gens sont toujours là et ils cherchent à nous c'est pas à faire mal, à empêcher la lutte d'aboutir. Donc merci beaucoup à vous pour tout ce que vous venez de nous dire. Nous allons écouter la marraine. Lorsque la marraine va finir, on va permettre à ceux qui sont là de vous poser des questions et chacun pourra répondre à ces questions. Merci beaucoup à vous, monsieur Carlos. Merci. Bonjour à tout le monde. Au fait, comme moi je dis, je ne suis membre d'aucun parti politique, d'aucun mouvement. Ah bon? On m'a dit que vous êtes de l'ANC. Oh, ça, c'est ce que les gens racontent. Dites-moi la vérité, la marraine. Joël, c'est l'insulte suprême au Togo. C'est l'insulte suprême. Non, c'est même pas une insulte. Dire que je suis membre de l'ANC, c'est pas une insulte. Mais non, mais pour les gens, c'est l'insulte suprême d'accuser les gens d'être de l'ANC. C'est ça que je voulais dire, madame la marraine. Non, mais ça, les gens, ils font comme ils veulent. Moi, comme j'ai dit, je ne suis membre d'aucune association, d'aucun mouvement, de rien. Je suis une citoyenne engagée et je reste dans ma posture de citoyenne engagée, mais je travaille avec tout le monde. J'ai le numéro de téléphone de tout le monde. J'ai le numéro de téléphone de Jean-Pierre Fabre, d'Adjamagbo, de Habia, Nicodème, je ne sais plus. J'ai le numéro de presque tout le monde. Voilà. Et je préfère faire de la mutualisation. C'est que si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je l'appelle, je lui dis. Inbox, parce que moi, je ne règle pas mes choses sur les réseaux. J'appelle la personne inbox, je lui dis. Si j'ai besoin d'un service d'un parti, je l'appelle, je lui dis. Si j'ai besoin de quel que soit ce que je veux, ce que j'ai envie, j'appelle les gens inbox. Pardon, monsieur Carlos, votre micro, s'il vous plaît. J'appelle la personne inbox et je règle ça inbox. J'ai pas besoin de venir exposer sur les réseaux que j'ai eu telle personne et que j'ai eu telle autre personne et qu'on s'est dit ça et qu'on ne s'est pas dit ça. Ça ne fait pas progresser le Togo. Donc, franchement. Est-ce que vous êtes en contact aussi avec monsieur Tipi? Est-ce que vous êtes en contact avec monsieur Tipi aussi? Je n'ai pas le contact de monsieur Tipi. Je n'ai jamais parlé à monsieur Tipi. Mais je parle avec des gens qui sont en contact avec monsieur Tipi. Voilà. Okay, et moi, j'ai surtout les contacts des gens qui sont au Togo. Au Togo. Okay. Les dirigeants politiques qui sont au Togo, parce que j'estime que on a besoin de tout le monde pour dégager ce pouvoir. Là, mon ennemi, c'est Faure Gnassingbé. Point. Ce n'est personne d'autre. C'est Faure Gnassingbé. Et il faut qu'on soit focus pour dégager Faure Gnassingbé. Moi, je me sens pas à la légitimité de dire à un Togolais, toi, tu n'as pas le droit de faire ci ou tu n'as pas le droit de faire ça. Je le dis au nom de quoi? Je suis qui pour le dire? Je suis qui? Je ne suis personne, je suis togolaise. Tous les Togolais sont des Togolais. Donc, si quelqu'un dit, je vais ramper pour chasser Faure Gnassingbé, la personne va ramper. Si quelqu'un dit, je vais danser pour chasser Faure Gnassingbé, la personne va danser. Si quelqu'un dit, je vais nager, chacun fait comme il veut, chacun fait sa part, comme il dit affection, chacun fait sa part. Et puis, la somme de tout ça, ça va arriver à chasser Faure Gnassingbé. C'est pour ça, je ne suis pas dans les procès d'intention. Je ne suis pas dans, tu as dit ça de moi, donc je vais te répondre. Ça ne m'intéresse pas.
En te répondant là, c'est du temps que je gaspille et que je ne mets pas chercher des voies et moyens pour déstabiliser Faure Gnassingbé. Parce que ça, c'est ma priorité. Déstabiliser Faure Gnassingbé, faire tout pour que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Faire tout ce qu'on peut pour que les prisonniers soient libérés. C'est tout. Le reste ne m'intéresse pas. C'est pour ça que quand les gens font des querelles de personnes là, je regarde, je passe à côté. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Depuis là, je suis là, je ne dis rien. Je me tais, je vous dis, la marraine, vous savez, parfois quand je me retrouve seul en dehors de TikTok, c'est que je vois tout ce qui, parfois les gens m'envoient certaines informations, je vérifie, on dit oui, il faut voir telle vidéo, et je suis là, je me demande, est-ce que c'est quand même très facile, hein? Mais pourquoi insulter tant, pourquoi faire ceci, pourquoi faire cela? C'est simple. L'action sur le terrain, on fait l'action, on dégage le dictateur, le reste on va voir après. C'est-à-dire, on pose des actions, on dégage le dictateur, le reste on va voir. Il ne sert à rien de mettre en avant nos égos, nos a priori, nos problèmes, nos querelles. Mais vous qui êtes en contact vraiment avec la plupart de ces leaders-là sur le terrain, est-ce que vous ressentez en tout cas que dans les jours à venir, nous allons voir une synergie d'action sur le terrain? La marraine, dites-nous la vérité. Moi, pardon, je ne parle même pas de synergie sur le terrain. Je dis que moi, je laisse chacun déterminer ce qu'il veut faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui veut nager n'a qu'à nager. Celui qui veut, chacun fait ce qu'il veut. L'important, c'est qu'on sache ce qu'on veut. On veut chasser Faure Gnassingbé. Qu'on soit dans la synergie ou pas. Le but, c'est quoi? C'est chasser Faure Gnassingbé. C'est tout. Mais vous savez très bien que pour chasser Faure Gnassingbé, ce n'est qu'une mobilisation populaire qui va dégager ce monsieur du pouvoir. C'est une mobilisation populaire. On n'est pas obligé d'être tous dans la même, comment dire, dans la même maison pour pouvoir dégager Faure Gnassingbé. On n'est pas obligé. C'est-à-dire qu'il faut que chacun puisse pousser de son côté. C'est-à-dire que Faure est au milieu. Donc, on peut l'entourer, disons, si Faure est une maison, par exemple, il a les murs. Chacun peut être d'un côté du mur, pousser le mur jusqu'à ce qu'on l'abatte. Jusqu'à ce que les murs tombent. Si c'est le mur de gauche qui va tomber, ça va tomber, on va rentrer. Si c'est le mur de droite, peu importe le mur qui tombe, et puis on va rentrer dedans. Vaut mieux la mutualisation. Ce que nous coachons, ce que tu sais faire, tu fais. Ce que l'autre tu sais faire. Si toi, tu es fort en négociation, si l'autre est fort en politique internationale, si l'autre est fort pour pouvoir trouver des réseaux X, Y, Z, pour qu'on puisse assécher fort, on le fait. Ce qui est important, c'est de pouvoir l'assécher. Parce que des fois, on se dit qu'on est ensemble alors qu'on n'est pas ensemble. C'est ce qu'on nous a fait pendant des années. On nous a menti. Des gens sont venus se présenter comme étant de l'opposition. Ils ont parlé, ils ont crié. L'exemple parfait, c'est l'autre là qui parle beaucoup là. Comment on l'appelle encore, moi? Ah, vous savez de qui je parle là? C'est lui qui dit quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre là. Kabois. Comment on l'appelle déjà? Abbas Kabois. Abbas Kabois, merci. Abbas Kabois est venu se présenter comme étant l'opposant numéro 1. Il criait, il tempêtait, machin, alors qu'il est venu juste pour assécher l'opposition. Ils ont fait l'union en incluant Abbas Kabois. Abbas Kabois est sorti pour aller tout donner de l'autre côté. Je pense même qu'il était en service commandé même. Parce que la manière dont après il a dit, si quelqu'un laisse quelqu'un prendre, machin. Les gens se mettent d'accord avant d'aller voir les chefs d'État pour essayer de parler du Togo. Ils arrivent, des gens qui se prétendaient dans l'opposition, ils disent autre chose. Et ça capote. Donc, l'union absolue n'est pas la solution. Je suis désolée. L'union absolue n'est pas la solution. Vu l'expérience du Togo, nous ne parlons pas de l'union absolue, c'est-à-dire, par exemple, les gens ils vont se voir, ils vont parler entre eux et on va lancer une mobilisation. Chacun fait le travail de son côté. On fait sortir tout le monde et il y a une mobilisation populaire et voilà, on reste là jusqu'à la fin de Faure Gnassingbé, jusqu'à son départ. Je vous dis que on a déjà essayé tout ça. Vous savez, la dernière fois, je parlais de, comment j'appelle ça? Le groupe Tigre Révolution, là. Le groupe Tigre Révolution.
Ce groupe-là, ça a été formé de toutes pièces par les gens d'Uni pour casser la dynamique du PNP. D'ailleurs, tous ceux qui sont en prison là, c'est des Kotokoli, des musulmans, ou tu es Kotokoli, ou tu es musulman, ou tu es PNP. Voilà. Même si tu es PNP, tu es musulman, ou tu es Kotokoli, on te prend, on te balance dedans. C'est comme ça. Donc, ça a été mis en place pour casser le PNP. Et en plus, ils ont utilisé ça pour casser l'opposition. Parce qu'ils ont mis des gens dedans qui se prétendent des gens du PNP. Ils critiquaient l'ANC. Ils ont mis des gens dedans qui se prétendaient ANC, ils critiquaient le PNP. Ils ont mis des gens dedans qui se présentaient comme membres de tel ou tel parti. Et ils ont divisé pour régner. Ils ont tout fait, ils ont cassé la dynamique. Parce qu'on voulait coûte que coûte être ensemble pour avancer contre Faure Gnassingbé. Et Faure Gnassingbé est très stratège. Diviser pour régner, c'est son fort. Il sait le faire. Maintenant, il faut faire attention. Il faut faire attention aux amis. Moi, franchement, je préfère largement, je dis encore une fois, la mutualisation de compétences. Et nous, ce que tu sais faire, tu fais. Voilà. Mais on ne va pas venir s'asseoir pour parler et puis demain, tu te lèves pour aller dire que, l'autre a dit que, et puis des accusations infondées. C'est Rabia qui a mis sur le dos des partis politiques l'histoire de, ils ont pris l'argent là. Ils ont pris l'argent. Alors que c'était une fausse histoire. C'était une fausse histoire. L'argent est parti rentrer dans la caisse pour financer les activités. Mais il a mis dans la tête des gens que les opposants sont partis prendre l'argent et les gens ont continué de raconter sans aucune preuve. Voilà. Donc, je dis encore une fois, vous savez, pour donner un exemple tout simple de mutualisation, quand je me suis décidé à m'occuper des prisonniers politiques, des charges matérielles, etc. J'ai regardé, j'ai dit, mais quelle habitude Kabois, attendez, c'est Kabois, madame vient de dire, c'est Kabois, vous avez dit bien Rabia, parce que, attendez. Non, Kabois. Elle a parlé de Kabois, elle n'a pas parlé de Rabia. Attention, Abbas Kabois. Ils savent très bien, il faut les laisser le monsieur. Ils savent très bien qui c'est Abbas. Tout le monde connaît Abbas Kabois là-bas. Tout le monde sait très bien. Voilà. Il sait. Il veut juste, moi, en fait, j'aime pas ça. Il sait très bien que je parle de Kabois. Pourquoi il veut parler de Rabia? Rabia a fait quoi dedans? Pourquoi il veut parler? Il sait exprès. Maintenant, il vient semer le doute dans l'esprit des gens. Non, il n'a pas bien entendu, c'est tout. Non, pardon. Quel Togolais ne connaît pas? Attention, c'est monsieur El Cogito. C'est monsieur El Cogito. Attention là. Quel Togolais ne connaît pas? Bon, ok, bref. Donc, c'est moi qui me suis trompée. Ah, d'accord. J'ai fait un lapsus, ok. Ah, pardonnez-moi. D'accord. Excusez-moi. Quand vous parliez, vous aviez dit Rabia et nous corrigeons. Ah, désolé. Désolé, c'est Kabois. C'est Kabois, désolé. Ok, pardon. C'est Kabois. Donc, j'ai regardé qui a l'habitude d'aller s'occuper des détenus politiques. J'ai regardé et puis j'ai posé des questions un peu à gauche, à droite. Il m'est revenu des détenus politiques eux-mêmes qui a une dame qui avait l'habitude de venir, qui s'appelle Nadia. Nadia. Voilà. Donc, j'ai cherché Nadia. J'ai trouvé Nadia. J'ai dit, pardon Nadia, j'ai besoin de toi. Tu es au pays. Tu as déjà l'expérience. Ça fait de longues années. Et Nadia appartient à l'ANC. C'est pour ça que les gens disent que je suis de l'ANC. Nadia appartient à l'ANC. Nadia le dit tout ça. Elle est de l'ANC. Elle est chargée par l'ANC de s'occuper des détenus politiques. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, ça, s'il vous plaît. Nadia Touré est de l'ANC. Elle est chargée par l'ANC de s'occuper des détenus politiques depuis fort longtemps. Mais ce sont les détenus politiques qui vous ont dit que il y a déjà une dame qui essaie de leur faire quelque chose. Et c'est quand vous vous êtes renseigné que vous comprenez, ce n'est pas que... ok, d'accord. Chers amis, vous écoutez. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, la marraine, de faire cette précision. Quelqu'un sur le terrain avec qui pouvoir bosser directement. Donc, de mes divers renseignements, j'ai dit, voilà, qui, machin. Le nom qui est sorti, parce qu'il y a eu plusieurs noms, le nom
qui est sortie et qu'on a dit, elle avait l'habitude, on dit, peyamele kia, Nadia ye va kperimianti na nui aleke, peyamele kia, Nadia ye henui avaleke. Je dis, Nadia a l'habitude d'aller les voir de temps en temps. En plus, Nadia, elle est kotokoli, elle parle kotokoli. Voilà. Elle parle kotokoli, elle parle kabier, elle parle mina, elle parle plusieurs langues du pays. Et du coup, j'ai dit, au moins, Nadia, elle est là. J'ai cherché son numéro, je l'ai attrapé. J'ai dit, Nadia, j'ai besoin de toi, viens. Elle n'a pas dit, non, comme toi, tu n'es pas de l'ENC, je vais pas venir, ou bien non, il faut d'abord faire partie de l'ENC, ou bien non, mais la marraine, ouais, c'est vrai, je te vois sur les réseaux, mais bon, je te connais pas trop, peut-être que tu es une espionne, ou peut-être elle ne sait pas faire tous ces films-là, et dans la tête. Elle dit, ok, la marraine, tu as besoin de moi, il n'y a pas de souci. Et avec son aide, c'est qu'on a été largement plus efficace auprès des détenus politiques. Largement. Donc, moi, je ne comprends pas le problème de division. C'est pour ça que les gens disent, je suis de l'ENC. Ils m'ont vu avec la carte de l'ENC. Moi-même, je dis tout le temps que mon idole, c'est Madame Adjamagbo. Je le dis tout le temps. Je dis, mon idole, c'est Madame Adjamagbo, parce que Madame Adjamagbo a été mon prof à la fac et que c'est une dame que j'adore. Je le dis tout le temps. Mais je suis pas membre de son parti non plus. Mais je l'aime bien. Je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est une dame, ça fait des années qu'elle est dans la lutte. Ça fait 40 ans qu'elle est dedans. Elle faisait déjà partie du club, du truc qui faisait en catimini là. Avant même quand on commence les démocraties et tout, etc. Et je trouve qu'elle a beaucoup souffert pour ce pays, mais elle continue. Même l'année passée, on est encore parti la taper. Et l'année passée. Et les gens qui donnent des leçons là. Oui, l'année passée. On est encore allé la taper en 2020, 24 ou 25, je ne sais même plus. Mais elle était avec les députés sénégalais là. Comment elle s'appelle, man? C'est pas bon, mais maman. Comment s'appelle le député sénégalais? Sagna, voilà. C'est elle qui avait invité Monsieur Sagna à une conférence. Bon? Et on est allé les taper à son siège. On est allé les taper. On les a massacrés là-bas. Il y a des gens qui sont restés longtemps malades et tout. Et on a fait quoi pour soutenir cette dame? Les donneurs de leçons, ils ont fait quoi pour soutenir cette dame? Jusqu'à présent, qui a fait l'enquête? Bref. Moi, j'aime pas les divisions, ça m'intéresse pas. Je suis une citoyenne engagée, je préfère faire la mutualisation et nous qu'à Messia Menia, à Messia Menewe. Et puis c'est tout. C'est tout. Et puis la personne qui dit que le mari de Nadia a mangé avec le régime. Le problème, il est où? Le problème, j'ai vu, c'est que les gens sont débiles, quoi. C'est pas possible. Vous là, attendez, celui qui a écrit ça là, depuis que les gens sont en prison, lui il a fait quoi pour aller les rendre visite? Il a fait quoi pour aller les rendre visite? Je veux bien savoir. Il était où? Madame Grace Koumaï a été arrêtée, kidnappée, torturée. Vous étiez où? Mais ça dit que même ça sont raison gardée. Dès qu'on a arrêté Grace là, j'ai dit Nadia, pardon, il faut aller voir Grace pour me dire exactement son état. Mais à peine tu dis à Nadia, Nadia est déjà debout, elle est déjà partie. Elle va, elle voit, elle te rencontre, elle fait ci, elle fait ça, elle ne ménage pas son temps. Quand on a envoyé Affectio à Vaughan, mais si c'était pas Nadia, c'est pas ce qu'on aurait pu faire à Vaughan. Hein. Mais en fait, c'était là tout à l'heure dans mon live. Il a remercié beaucoup Nadia. Tout le temps, elle est sur le chemin. Elle a dans nuit, elle a pris nuit. Ma belle Nadia, il manque ceci, Nadia, il manque cela, Nadia. C'est grâce à Nadia qu'on a pu soutenir Affection à Vaughan. Les gens trouvent les réseaux sociaux et quand eux montent sur les réseaux sociaux, attendez, j'ai compris quelque chose, peut-être que je me trompe. Hein. Quand les gens montent sur les réseaux sociaux, ils font leurs commentaires, ils montent, ils bavardent, c'est que pour eux, ils ont fait leur part. Ils vont se tirer, oui, j'ai fait ma part, donc Foy Yassine va partir. Le travail que les gens font derrière, ceux-là qui préparent, qui se gênent, qui font ceci, s'il vous plaît,
De toute façon, la division ne nous apporte rien du tout. Tirons sur le dictateur togolais Faure Gnassingbé. C'est lui le problème. Parce que si ce système-là prend fin et qu'on retourne dans un pays de droit, je vous dis, on ne parlera plus de prisonniers politiques. Si on ne permet plus à quelqu'un de s'accaparer du pouvoir d'État, de piller, de voler l'argent du phosphate, de voler l'argent d'aide au développement, et que les choses, tout au moins, le pays se retrouve sur les rails du développement, on ne parlera pas. Il y a beaucoup de souffrances que nous allons transcender. Donc je nous dis, quels que soient nos problèmes aujourd'hui, nos querelles, ce que nous nous reprochons les uns les autres, moi je suis à genoux, je vous demande, oublions ça d'abord, dégageons Faure Gnassingbé, le reste on verra après. C'est moi ma logique. Je ne suis pas dans, il a mis nous, il a fait ceci, il a fait ceci, il a pris ça, il a fait ceci. Concentrons-nous, mobilisons-nous, dégageons le dictateur. Lorsqu'il va partir et qu'on va remettre ce pays-là sur les pieds, mais on parlera d'autres choses, si on va parler d'histoire, on va parler de ceci, de cela après. Merci beaucoup à vous. La marraine, dites quelque chose, on va donner la parole à nos accompagnateurs, ils vont également s'exprimer sur la question, s'il vous plaît. Non, mais moi j'ai fini. Je dis simplement à tout le monde, comme j'ai l'habitude de leur dire inbox, ne répondez pas aux gens qui font du bruit. Moi, toujours, c'est les tonneaux vides qui font du bruit. Donc, le temps qu'on passe à leur répondre, c'est du temps qu'on ne passe pas à chercher des voies et moyens pour chasser Faure Gnassingbé. C'est pour ça que moi, ma titre personnelle, je ne réponds à personne. Je ne réponds à personne. Comme j'ai dit, moi, je ne suis que moi. Je ne représente que moi. Je ne suis que moi. Donc, si quelqu'un veut perdre son temps pour parler de moi, la personne n'a qu'à faire. Quand la personne sera fatiguée, elle va s'arrêter. Et puis, la vie continue. Mais en attendant, on reste focus sur ce qui est le plus important. Essayez d'obtenir la libération de tous les détenus politiques. Il y a 81 détenus politiques qui sont dehors. Il reste encore 68 à l'intérieur. Et il y a des malades parmi les gens qui sont à l'intérieur. Il y a des malades parmi les gens qui sont sortis. On reste focus pour essayer de les aider. Et après, on reste focus pour chasser Faure Gnassingbé. Et après, le peuple togolais votera pour le parti ou la personne qu'il veut pour la personne prendre le pouvoir. Macron est arrivé en une année, il a créé un mouvement, il a raflé la mise, il est assis, il nous embête. et au Sénégal, pareil, ils sont arrivés, ils ont fait la surprise, ils ont pris le pouvoir, ils sont assis. Donc là où nous sommes là, nous ne sommes même pas la personne qui succédera à Faure Gnassingbé. On ne sait pas. Donc ça ne sert à rien de se quereller maintenant. Chassons d'abord Faure Gnassingbé et après, on discutera. Donc, franchement, moi, sincèrement, ce que je vois sur les réseaux ces temps-ci, ça me désole. Toi, tu as fait ci, et puis toi, tu as fait ça, et puis l'autre a fait ci, et puis l'autre n'a pas fait ça. Oui, en attendant, Faure Gnassingbé, il boit du champagne. Il boit du champagne. Moi, je ne veux donner de leçons à personne, hein, mais pardon, restons focus sur Faure Gnassingbé. Ne Faure Gnassingbé, Joe Voiré. Mais, à moi, je ne leur réponds pas, mais j'ai des dossiers sur eux, hein. Je les attends. Car moi, je suis avocate en plus. Quand Faure Gnassingbé va partir là, je vais sortir les dossiers sur certaines personnes. Ils vont comprendre leur douleur. Parce que la vraie justice sera là en ce temps-là. Et on va régler nos comptes en ce temps-là. Aujourd'hui, là, moi, je vous dis rien. Rien du tout. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup à vous. Merci pour beaucoup. le boulot.